A priori, même si la syncondrose douloureuse, elle se voit mieux à l'IRM, vous allez voir tout à l'heure. Et ça, avec un traitement évidemment chirurgical, on va dire peut-être, mon collègue vous dira tout à l'heure, peut-être le plus indiqué. Toujours sur un scanner, donc vous avez vu, hein, ces images étaient plus spiculées avec des bords aigus. Ici, plutôt un bord rond. Donc ça, c'est une structure qui était déjà là. La question, c'est comment elle est reliée aux autres structures avec, vous voyez ici, une autre variante. Et la soutalienne, là, je vous ai pas remontré, mais la belle soutalienne postérieure est ici. Des images d'IRM, des images en T2. L'os est plus foncé et le liquide est blanc, donc image en T2 d'IRM. T1, c'est os blanc et liquide plus foncé. Donc la vue sagittale aussi, avec un tibia, un talus. On peut voir de l'épanchement, la postérieure, sûrement aussi dans la gaine du fléchisseur long du gros orteil, avec un os qui n'est pas inséré sur un trigone qui n'est pas inséré au talus, avec une pathologie sûrement ici. Idem ici, avec sûrement une syncondrose. Vous voyez, on a l'impression que là, c'est relié, par contre, avec un processus postérieur du talus qui est un peu long. La soutalienne est ici. Là, on voit qu'il n'y a pas de lésion particulière sous la soutalienne. Et ensuite, l'image ici, où je suis gêné par mon écran, avec un épanchement articulaire et puis d'autres types de lésions postérieures, la soutalienne toujours. Coupe axiale, toujours en IRM, avec votre talus et puis tibia fibula, l'inverse d'ailleurs. On peut avoir accès à des structures anatomiques, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. On voit certaines structures que vous a montré Nicolas sur les dissections cadavériques, parce qu'on va pas aller ouvrir les gens juste pour regarder comment c'est fait, n'est-ce pas? Donc on a accès quand même à de l'anatomie plutôt belle. Là, quand même, on peut dire qu'on est sur un haut niveau de scanner et de résolution. C'est des images qui sont bien faites pour nous montrer les choses. Vous n'avez pas toujours ce genre de coupe lorsque vous les faites faire chez vous en routine, où il y en a une tous les 5 millimètres, et puis on fait pas attention aux structures, parce que vous imaginez bien que ça, le talofibulaire postérieur, c'est pas très long, pas très épais. Donc si on est à côté avec des tranches de 5 millimètres d'IRM, on n'y voit rien. Petit rappel, c'est pas pour dénigrer du tout, on va dire, nos collègues radiologues, mais la radiologie, c'est quelque chose de compliqué. Voir les structures, c'est compliqué. Quand les médecins font pas bien les demandes, ils savent pas non plus ce qu'ils cherchent. Mais dites-vous aujourd'hui qu'une majorité d'examens complémentaires, que ce soit IRM, scanner ou radiographie, avec une indication mal posée par le médecin prescripteur, il y a des erreurs. C'est connu, hein, il y a eu des études là-dessus. Donc, si vous n'avez pas toujours votre diagnostic sur l'imagerie, ce n'est pas forcément surprenant. Parfois, la relecture, même si c'est pas l'objet forcément pour kinésithérapeute, mais avec le médecin avec lequel vous bossez, la relecture peut être importante pour vérifier si on n'a pas loupé quelque chose quand même, plutôt que d'aller refaire un examen pour une image de scintigraphie avec une fixation. Là, ça, c'est une lésion osteochondrale du dôme talien sur un contre-coup interne, vous voyez. C'est pour montrer un diagnostic différentiel. Donc là, c'est Osseux de l'ostrigone ou du processus postérolatéral, on est heureux, on a confirmé notre diagnostic, bien que je vous le rappelle, c'est la clinique qui prime. Les diagnostics différentiels, rapidement, la tendinopathie d'Achille, et puis surtout pour nous, deux choses bien spécifiques. La LODA, on en a parlé, enfin LODT, hein, puisque maintenant l'astragale est devenu le talus. Hein. Donc la LODA, mais postérieure, parce que celle-là peut être éventuellement positive au test d'impaction, puisqu'elle est postérieure. Et puis, l'arthropathie soutalienne, comme vous pouvez le voir là, donc l'arthrose postérieure, enfin la soutalienne postérieure, d'une part, ça peut nous donner, comme vous le voyez sur le scan en bas, un espèce d'ostrigone qui est remanié. Ben, en fait, le problème sur cette imagerie, donc en bas sur le scan, c'est surtout qu'il y a une arthrose énorme de l'articulation soutalienne. Celui-là, si je lui fais un test d'impaction, il aura forcément mal. Si je vais l'opérer pour lui enlever son ostrigone qui là est exubérant à cause de l'arthrose, comme un ostéophyte en fait, ben, le patient n'ira pas mieux du tout parce que ce patient il a besoin qu'on lui fasse une arthrodèse, qu'on lui bloque la soutalienne ou qu'on ne fasse rien. Mais en tout cas, si on lui fait que lui enlever son ostrigone, on n'aura aucun résultat. Donc il ne faut pas se gourer de diagnostic. Ça, c'est notre principal diagnostic différentiel, c'est la souffrance de l'articulation soutalienne. Sur l'image du haut, vous avez un début d'arthrose ou une sorte de loda de la soutalienne ou une souffrance en tout cas postérieure. C'est assez rare. On sera plus embêté par l'arthrose comme diagnostic différentiel. Scintigraphie osseuse, bon, ça, 6 doutes, c'est toujours sympa parce que ça fixe, on sait où ça fait mal. Pas besoin de convaincre le patient de se faire opérer. L'image est toute rouge et toute jaune. Il l'a compris lui-même. Au niveau du traitement, donc je pense que c'est ça qui va vous intéresser le plus.
le traitement chirurgical était initialement à ciel ouvert. Donc à ciel ouvert, on est embêté, soit on passe par un côté, soit on passe par l'autre. Sauf qu'il y a un nerf qui nous emmerde de chaque côté. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, en interne du rameau calcanéen interne, bah, qu'on va se taper si on l'ouvre comme ça. Et du côté externe, c'est le nerf sural qu'on va aussi risquer de se taper. Donc on va donner des troubles, des dysesthésies ou des douleurs neuropathiques post-opératoires parce qu'on aura ouvert. Donc le traitement chirurgical à ciel ouvert ne se fait quasiment plus, sauf certains chirurgiens qui ne savent pas faire d'arthroscopie. Mais bon, a priori, si vous vous intéressez au webinaire et à la formation, bah, vous aurez aussi des correspondants qui vont plutôt faire de l'arthroscopie de cheville. Donc ça, un bon moyen de savoir si un chirurgien est à la page ou pas, c'est de savoir s'il fait de l'arthroscopie de cheville pour les ligaments, s'il fait de l'arthroscopie de cheville pour les conflits. Comment ça se passe? Ben, on fait une arthroscopie postérieure. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a 20 ans, c'était une arthroscopie qui était interdite parce qu'elle était considérée comme dangereuse, parce qu'il y a le pédicule tibial. Comment est-ce que je vais le traiter si à partir du moment où j'ai su le repérer? Et comme je disais tout à l'heure, Enda King, c'est un chercheur et clinicien irlandais, enfin qui a une clinique en Irlande et qui est devenu expert, enfin qui est expert notamment sur la pubalgie et sur le croisé. Et ben, sur la pubalgie, on est de plus en plus on avance en termes de compétences et en termes d'expertise, on est de moins en moins en train de se focaliser sur la structure anatomique incriminée, mais beaucoup plus essayer d'avoir une approche plus complète en se disant que peut-être que la structure anatomique incriminée n'était que la conséquence d'un complexe biomécanique et de gestion de contraintes qui était mal géré. Donc, c'est pour ça que je propose d'avoir un combat entre une approche qui est plutôt tâche sportive, contrainte centrée, voire comparativement à une approche qui est plutôt lésion centrée ou structure centrée, j'aurais même dû dire. Parce qu'à partir du moment où on sait que c'est le ligament ou que c'est un complexe synovial de la soutalienne, et ben, concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Après, on a, hormis le navicular drop test, il existe un package de tests beaucoup plus fonctionnels qui sont faisables ou non en fonction du patient et de son atteinte et de sa douleur, ben, notamment un test de drop jump qui va nous permettre de mesurer les qualités pliométriques et de mesurer donc la capacité à passer d'une contrainte excentrique à gérer la contrainte excentrique et donc l'absorption de contrainte vers la propulsion et la production de contraintes. Nous mesurer finalement la qualité pliométrique du pied. Ça fait un des tests fonctionnels qu'on peut utiliser. Alors oui, euh, chez un patient qui est très algique, évidemment que ce n'est pas un test qu'on va intégrer et qu'on aura d'abord une approche antalgique et gestion locale pour après, au fur et à mesure de sa rééducation, l'intégrer dans quelque chose de plus fonctionnel. Mais dans le cas de carrefour postérieur, un peu bâtard, douloureux uniquement dans la pratique sportive, qui n'empêchent pas la pratique sportive, c'est des tests qui peuvent être importants. Et on a comme ça un packaging de tests qu'on peut utiliser avec des outils plus ou moins technologiques. Là, c'était une simple application de tout à l'heure MyJump, des plateformes de force, des OptoJump, etc., etc., qui ne sont pas nécessaires, mais qui permettent, qui sont une aide à la prise de décision, une aide à l'observation, qui ont toutes leurs limites parce que les outils technologiques, la qualité de la réalisation des tests, elle peut modifier très fortement les résultats et donc il faut faire attention. Mais enfin bref, là on a un ensemble de tests qui nous permet quelque part de mesurer les qualités de pied, les qualités de propulsion, les qualités du membre inférieur de façon globale et d'avoir une cartographie un peu plus précise de comment le sportif, le patient, il subit, il gère les contraintes mécaniques de façon simple vers des choses de plus en plus athlétiques. On ne va pas rentrer dans les détails de ça, mais c'est juste pour vous faire. Donc évidemment, le pied, il doit, pour moi, et dans le cas de carrefour postérieur non traumatique, être compris au cœur d'un écosystème dans lequel il y a un genou, d'ailleurs, premièrement, il y a un avant-pied, un médio-pied, un arrière-pied, une talocrurale, crurale, un genou, une hanche, une gestion de bassin, d'un pelvis et de tout ce qui se passe au-dessus. Alors, j'aime bien montrer, puisque c'est le cas clinique d'un patient qui était venu pour une douleur de genou. Je montre régulièrement ça parce que c'était un cas clinique qui était très marquant. Un basketteur pro qui venait pour une douleur de carrefour postérieur et une douleur de tendinopathie rotulienne. Et si on voit son côté
droit qui est atteint, si on compare ses qualités de mouvement sur son côté droit, et qu'on a une stratégie d'observation partant du pied jusqu'en haut, on voit un déficit de flexion plantaire, de propulsion. On voit surtout, d'un point de vue observable, un talon qui vient frapper au sol. On voit un pied qui ne se décolle pas. On voit dans ce plan sagittal un genou qui se fléchit, une hanche qui se fléchit. Quand on le compare sur le côté sain, alors on voit quelque chose de plus pliométrique. La jambe, elle décolle. Bon, alors c'est un bébé qui fait quasiment 2 mètres de haut, hein, donc ça ne jump pas comme un, sur des tests comme ça ne gêne pas comme un poids plume. Mais aussi, on voit un alignement segmentaire beaucoup plus homogène avec un genou qui est tendu, qui est capable d'être maintenu genou tendu, une hanche qui ne se fléchit pas, un pied qui absorbe plus, qui vient moins frapper et on le voit encore plus quand c'est en vitesse rapide. Mais voilà, on voit une différence de qualité de membre inférieur. Et on peut fortement s'imaginer que sur cette jambe droite, les structures postérieures sont susceptibles de subir des contraintes allant aussi bien du tendon d'Achille que du tibial postérieur, du long fléchisseur d'hallux. Pour la petite histoire, c'est un gars qui a été opéré d'un tendon d'Achille. Ce tendon d'Achille, d'un point de vue rééducatif, c'était pas la folie. Finalement, il y a eu un tendon qui est devenu compliant, trop long, donc il a perdu la course interne. Donc son tendon d'Achille ne jouait plus son rôle de propulsif. Et donc, il a dû compenser probablement avec soit son genou à distance, soit localement, un tibial post, un long fléchisseur d'hallux, des intrinsèques du pied qui ont dû compenser cette qualité de propulsion. Et évidemment, il en est venu à une tendinopathie, une ténosynovite du long fléchisseur d'hallux. Et donc, dans la prise en charge, je pense que, enfin, un des modèles, une des réflexions, et qui est souvent propre à notre vision qu'on a chez nous, chez Calif et chez ProFTS, c'est cette vision que la pathologie, elle peut soit être comprise sur des pathologies dites de surcharge, je surcharge une structure, voire de l'autre côté, je sous-charge une structure. Lorsque c'est une pathologie de sous-charge, il y aura besoin d'augmenter la capacité de tolérance dans la zone, d'augmenter la capacité du tendon à encaisser de la contrainte, de la structure musculaire à encaisser de la contrainte, de la structure osseuse à encaisser de la contrainte. Enfin voilà, il y a une réflexion à faire ici sur augmenter la capacité de tolérance dans une zone. Par contre, à contrario, quand on est dans une vision plutôt sur des pathologies dites de surcharge, là, on va avoir localement un traitement en première intention de décharger la structure pour que l'histoire naturelle de la maladie, des outils interventionnistes médicaux, puisque je pense qu'aujourd'hui, c'est des compétences du kiné aussi de savoir référer quand il y a besoin de référer, évidemment. Il va y avoir un traitement local de gestion localement, déchargé localement transitoirement pour laisser la structure cicatriser et à côté de ça, d'avoir une approche d'un traitement à distance et essayer de comprendre quels sont les ports d'entrée, pourquoi cette zone-là, elle subit des contraintes. D'où l'utilité de l'ensemble des tests cliniques plutôt dits fonctionnels. On n'est pas en train d'aller chercher une structure anatomique, mais on essaie de se raconter une histoire qui nous semble la plus probable possible, avec toutes les limites que ça a, avec tous les biais que ça peut avoir. Mais voilà, ça fait partie des compétences et du processus de réflexion et de raisonnement clinique fonctionnel que doit avoir aujourd'hui le kiné. Donc, finalement, on doit avoir cette vision que oui, l'expression pathologique, l'expression symptomatique, elle est au niveau du pied, elle est dans ce carrefour postérieur. Mais pourquoi? Et pourquoi? Soit parce que la problématique, elle est locale au niveau du pied, parce que l'historique du patient, instabilité de cheville, pathologie sous-talienne non traitée, non gérée, qui revient un peu à l'instabilité de cheville, un triceps sural qui fait pas le boulot, un tendon d'Achille qui joue pas son rôle d'absorption-restitution, manque de force dans le membre, au niveau du mollet, du tibial post. Enfin voilà, on a possiblement quelque chose qui localement fait pas le boulot, une incapacité des muscles intrinsèques à créer un levier rigide sur l'avant du pied et donc à propulser correctement. Enfin bref, on a un problématique sur le système de support qui est le pied. Et au-dessus, on a ce fessier et tout le complexe de membre inférieur, hein. On aime bien parler du fessier parce que c'est le plus joli, c'est le plus gros et c'est celui qui a le rôle le plus important. Mais cette qualité de suspension, et d'ailleurs, les deux ont un rôle de support et de suspension, hein. C'est pas, les deux ont autant un rôle dans la capacité à amortir que dans la capacité à propulser. Mais là, voilà. Mais ça, c'est
Donc, des portes d'entrée, c'est de comprendre, au-delà de l'expression symptomatique dans le carrefour postérieur, qu'est-ce qui peut expliquer ça. Une diapo sympa aussi, une étude sympa qui avait été réalisée, qui met en perspective ça, encore une fois, avec toutes les limites de l'étude, l'échantillonnage qui avait été réalisé là-dessus, mais en tout cas, ça nous permet de visualiser assez bien ce qui se passe en termes de propulsion quand je suis sur des déplacements horizontaux,